La question du libre arbitre a longtemps occupé les philosophes, les scientifiques et les penseurs de tous horizons. Nos choix sont-ils réellement libres ou sommes-nous déterminés par des facteurs extérieurs ou bien intérieurs? Cette interrogation touche au cœur de notre identité, de notre responsabilité morale et de notre compréhension du monde. Le libre arbitre est généralement défini comme la capacité de l'individu à faire des choix de manière autonome sans contrainte extérieure, reflétant ainsi une forme de liberté personnelle. Cependant, certains philosophes tels que Baruch Spinoza remettent en question cette notion. Selon lui, l'idée que nous agissons librement est une illusion. Il suggère que nos désirs et actions sont le résultat de causes antérieures, souvent inconscientes, et que nous ignorons les véritables motifs qui nous poussent à agir. Ainsi, même si nous avons l'impression de choisir librement nos décisions, cela ne serait en réalité que le produit de déterminisme que nous ne percevons pas. Nos choix sont constamment influencés par de multiples facteurs. Notre environnement, nos éducations et cultures façonnent-ils nos valeurs et nos perceptions? Nos expériences passées, nos traumatismes et notre état émotionnel influencent-ils nos décisions présentes? Nos choix sont-ils constamment influencés par de multiples facteurs? Notre génétique et notre neurobiologie jouent-elles des rôles majeurs dans nos préférencements et dans nos comportements? Ces influences, souvent subtiles et inconscientes, nous amènent à nous interroger. Dans quelle mesure sommes-nous maîtres de nos choix? Des recherches en neurosciences ont également alimenté ce débat. Des expériences, comme celle menée par Benjamin Libet, ont montré que l'activité cérébrale précède souvent la conscience et que nous avons notre intention d'agir. Cela suggère que nos cerveaux prennent des décisions avant même que nous en soyons conscients, remettant en question l'idée d'un libre arbitre conscient. Si nos actions sont déterminées par des facteurs au-delà de notre contrôle, cela a des implications profondes sur la responsabilité morale et sociale. Pouvons-nous vraiment être tenus responsables de nos actes si nous ne sommes pas véritablement libres de les choisir? Cette question est essentielle pour les systèmes juridiques et éthiques, qui reposent sur l'idée que les individus sont responsables de leurs actions. Il est important de noter que, même si nos choix sont influencés ou déterminés par divers facteurs, cela ne signifie pas que nous devons abandonner l'idée de la responsabilité personnelle. Reconnaître les influences sur nos décisions peut nous aider à mieux comprendre nos comportements et à travailler sur nous-mêmes pour faire des choix de plus en plus éclairés. En conclusion, le libre arbitre invite à une introspection profonde sur la nature de nos décisions et de notre liberté. Elle nous pousse à examiner les forces qui façonnent nos vies et à réfléchir sur la manière dont nous pouvons peut-être exercer une forme de liberté authentique au sein de ces déterminismes. Peut-on être heureux sans souffrance? La quête du bonheur est une démarche universelle, profondément ancrée dans la nature humaine. Depuis l'Antiquité, les philosophes se sont penchés sur cette question existentielle. Peut-on être heureux sans souffrance? Cette interrogation invite à réfléchir sur la relation complexe entre ces deux expériences humaines fondamentales. Épicure, philosophe grec du IVe siècle avant Jésus-Christ, proposait une conception du bonheur centrée sur l'ataraxie, c'est-à-dire l'absence de troubles de l'âme. Selon lui, le bonheur ne réside pas dans la recherche effrénée de plaisirs matériels, mais dans la satisfaction des besoins naturels et nécessaires, tels que manger pour apaiser la faim ou boire pour étancher la soif. Il suggérait que ces plaisirs simples, lorsqu'ils sont modérés, conduisent à une vie paisible, exempte de souffrances inutiles. Ainsi, l'élimination de ces désirs superflus et la pratique de l'amitié sont des voies vers une existence harmonieuse. Cependant, réduire le bonheur à l'absence de souffrance a ses limites. Cette perspective peut sembler simpliste et ne pas rendre compte de la richesse de l'expérience humaine. Arthur Schopenhauer, philosophe allemand du XIXe siècle, proposait une vision différente. Pour lui, la vie est intrinsèquement marquée par la souffrance, les désirs incessants et les frustrations. Toutefois, il suggérait que le véritable bonheur réside dans la réduction de ces souffrances, en renonçant aux désirs excessifs et en se contentant de plaisirs simples. Cette approche, connue sous le nom de hédonisme négatif, met l'accent sur l'évitement de la douleur plutôt que sur la recherche active du plaisir. Plus récemment, des penseurs contemporains ont remis en question l'idée que le bonheur puisse exister sans souffrance. Le professeur Paul Bloom, de l'université Yale, argumente que la souffrance fait partie intégrante d'une vie pleine de sens. Selon lui, dans ces activités exigeantes, relever des défis et surmonter des obstacles ajoute de la valeur à notre existence. Par exemple,
Devenir parent implique des sacrifices et des moments difficiles, mais ces expériences enrichissent la vie et renforcent le sentiment de bonheur. Ainsi, la souffrance volontairement choisie peut conduire à une satisfaction profonde et durable. Cette réflexion soulève la question de savoir si le bonheur est un état passif, défini par l'absence de souffrance, ou un processus actif, impliquant des efforts et des sacrifices. Certains courants philosophiques, comme l'hédonisme négatif, privilégient l'évitement de la souffrance. D'autres, comme l'épicurisme, insistent sur la modération des désirs et la recherche de plaisirs simples. En définitive, la relation entre bonheur et souffrance est complexe et multifacette. Elle invite chacun à explorer sa propre conception du bonheur, à déterminer comment il perçoit et gère la souffrance, et à réfléchir sur la manière dont ces deux aspects coexistent dans la vie. Cette quête personnelle est essentielle pour comprendre la nature de notre existence et trouver un équilibre qui nous soit propre. Et vous, pensez-vous que pour être heureux, nous avons besoin de souffrir ? Le problème du mal est l'une des questions les plus complexes et débattues en philosophie et en théologie. Il interroge la compatibilité entre l'existence d'un Dieu omniscient, omnipotent et parfaitement bon, et la présence du mal dans le monde. Cette interrogation trouve ses racines dans le paradoxe formulé par Épicure. Si Dieu ne veut point ôter le mal, il est envieux. S'il ne peut l'ôter, il est faible. Ce dilemme met en lumière une tension apparente entre les attributs divins et la réalité du mal. Si Dieu est tout-puissant et bienveillant, pourquoi permet-il la souffrance et l'injustice ? Cette question a conduit à diverses tentatives de réconciliation, connues sous le nom de théodicée, qui suggèrent que Dieu a doté les êtres humains d'une liberté de choix essentielle. Cette liberté permet aux individus de choisir entre le bien et le mal, rendant ainsi les actions humaines moralement significatives. Cependant, cette liberté entraîne inévitablement la possibilité de choisir le mal, ce qui peut expliquer la présence de celui-ci dans notre monde. Néanmoins, cette explication ne répond pas entièrement à la question du mal naturel, telles que les catastrophes naturelles, qui ne résultent pas des choix des humains. Une autre perspective est la théodicée de compensation, qui postule que les souffrances endurées dans cette vie seront compensées dans l'au-delà. Selon cette vision, les épreuves terrestres ont un sens dans un plan divin plus vaste, où la justice ultime sera rendue. Cependant, cette approche peut sembler insatisfaisante face à l'intensité et à l'injustice apparente de certaines souffrances. Certains théologiens adoptent une position plus humble, reconnaissant que les voies de Dieu sont incompréhensibles pour l'esprit humain. Cette perspective invite à l'humilité et à la confiance, suggérant que l'homme ne peut pleinement comprendre les raisons divines. Cependant, cette réponse peut être perçue comme un évitement du problème, ne fournissant pas de satisfaction intellectuelle à ceux qui cherchent des explications rationnelles. Le problème du mal ne se limite pas au débat théologique abstrait. Il a des implications profondes pour la vie quotidienne et la compréhension humaine. Il touche aux questions de la souffrance humaine, de l'injustice sociale et du sens de l'existence. En réfléchissant à ce problème, les individus sont confrontés à des questions existentielles sur la nature de Dieu, la moralité humaine et le sens de la vie. En fin de compte, le problème du mal reste une question ouverte, sans réponse définitive. Il invite à une exploration continue de la foi, de la raison et de l'expérience humaine, poussant chacun à réfléchir sur ses propres croyances et perceptions face à la réalité du mal dans le monde. L'allégorie de la caverne, exposée par Platon dans son ouvrage La République, offre une réflexion profonde sur la nature de la réalité, de la connaissance et de l'illusion. Imaginons des individus enchaînés depuis leur naissance à l'intérieur d'une caverne sombre, contraints de regarder fixement un mur. Derrière eux, un feu ardent projette des ombres d'objets et de personnes qui passent devant l'entrée de la caverne. Ces prisonniers, n'ayant jamais vu autre chose, considèrent ces ombres comme la seule réalité existante. À travers cette métaphore, Platon illustre comment les perceptions sensorielles peuvent nous enfermer dans une vision déformée du monde. Les ombres sur le mur symbolisent nos opinions et croyances superficielles, façonnées par les influences extérieures et les apparences. Ces perceptions limitées nous empêchent d'accéder à une compréhension plus profonde et authentique de la réalité. L'évasion d'un prisonnier, qui parvient à se libérer et à sortir de la caverne, représente le cheminement difficile vers la connaissance véritable. Au début, il est ébloui par la lumière du soleil, symbole de vérité suprême et du bien.
Cette transition douloureuse reflète les défis auxquels nous devons faire face lorsque nous remettons en question nos croyances établies et cherchons à comprendre le monde au-delà des apparences. Une fois habitué à la lumière, le prisonnier libéré perçoit la réalité dans toute sa splendeur et comprend que ce qu'il avait pris pour vérité n'était que l'ombre d'une réalité plus vaste. Poussé par le désir de partager cette révélation, il retourne dans la caverne pour libérer ses compagnons. Cependant, ceux-ci rejettent son récit, préférant la familiarité de leur monde à l'incertitude de la lumière extérieure. Cette réaction souligne la résistance humaine au changement et à la remise en question de nos convictions profondes. Platon, à travers cette allégorie, invite chacun de nous à réfléchir sur nos propres perceptions et à reconnaître les limites de notre compréhension. Sommes-nous comme les prisonniers, enfermés dans nos illusions et acceptant passivement ce qui nous est présenté comme tel? Ou avons-nous le courage et la curiosité de chercher au-delà des ombres, d'explorer les vérités cachées et de remettre en question nos certitudes? Cette réflexion nous pousse à envisager la possibilité que notre réalité perçue ne soit qu'une fraction de la vérité, nous encourageant à entreprendre un voyage intérieur vers la connaissance et l'éveil. La question « Suis-je la même personne qu'hier ?» invite à une réflexion profonde sur l'identité personnelle et sa continuité à travers le temps. Cette interrogation a préoccupé les philosophes depuis des siècles, chacun proposant des perspectives variées pour comprendre ce qui fait de nous une personne unique et persistante malgré les changements inévitables. Au XVIIe siècle, le philosophe anglais John Locke a introduit une conception influente de l'identité personnelle. Selon Locke, ce qui définit l'identité d'une personne, ce n'est pas la continuité physique du corps, ni la permanence d'une âme immuable, mais la continuité de la conscience. Il soutenait que, si une personne à un moment donné est consciente des actions et des pensées d'une autre personne à un moment antérieur, alors ces deux moments de conscience appartiennent à la même personne. Ainsi, la mémoire joue un rôle central. Se souvenir de ses expériences passées est ce qui garantit que l'on est la même personne qu'hier. Cette approche met l'accent sur la dimension psychologique de l'identité, suggérant que notre perception continue de nous-mêmes est construite à travers la mémoire et la conscience. Cependant, la théorie de Locke n'est pas sans critique. L'une de ses principales objections concerne la possibilité de discontinuer de la mémoire. Il est courant d'oublier certaines expériences ou de modifier nos souvenirs avec le temps. Cela soulève la question, si nous oublions certains événements, sommes-nous encore la même personne? La dépendance de l'identité à la mémoire peut sembler circulaire. La mémoire est-elle fiable pour établir l'identité, si l'identité est en partie définie par la mémoire? Ces interrogations mettent en lumière la complexité de l'identité personnelle et la difficulté de la saisir pleinement. De nos jours, certains philosophes et penseurs adoptent une version plus fluide de l'identité. Ils suggèrent que l'identité personnelle n'est pas une entité fixe, mais un ensemble de rôles, d'expériences et de relations qui évoluent constamment. Cette perspective reconnaît que nous changeons en fonction de nos interactions, de nos apprentissages et des différentes phases de notre vie. Par exemple, une personne peut se percevoir comme une enfant, une adolescente ou une adulte. Chacune de ces identités coexistantes contribue à la richesse de l'expérience humaine. Cette approche met l'accent sur la multiplicité de la diversité de l'identité, reflétant la réalité de notre existence changeante. En définitive, la question « Suis-je la même personne qu'hier ?» ne trouve pas de réponse simple ou définitive. Elle sert plutôt de point de départ pour une exploration continue de ce qui nous rend uniques et cohérents à travers le temps. Cette réflexion nous invite à considérer comment nos souvenirs, nos expériences et nos relations contribuent à la construction de notre identité. Elle nous pousse également à reconnaître que, tout en conservant une certaine continuité, nous sommes en perpétuelle évolution, façonnés par le temps et les circonstances. Ainsi, l'identité personnelle apparaît comme un équilibre délicat entre permanence et changement, une quête sans fin pour comprendre qui nous sommes et comment nous nous relions aux autres et au monde qui nous entoure. La maxime socratique « Je sais que je ne sais rien » invite à une profonde introspection sur la nature de la sagesse et de la connaissance. Socrate, à travers cette déclaration, ne se contente pas de reconnaître une simple ignorance, mais souligne une posture philosophique essentielle.
la reconnaissance de la limite de notre savoir. Cette prise de conscience ne se résume pas à un constat d'ignorance, mais ouvre la voie à une quête incessante de compréhension et d'humilité intellectuelle. En affirmant son ignorance, Socrate se distingue des prétendus sages de son époque qui, convaincus de détenir la vérité, ne remettaient jamais en question leurs convictions. Pour Socrate, admettre que l'on ne sait rien est le premier pas vers une sagesse authentique. Cette approche invite à une réflexion sur notre propre rapport au savoir. Sommes-nous ouverts à l'idée que nos connaissances sont limitées et susceptibles d'évoluer? Ou bien nous accrochons-nous à nos certitudes, fermant ainsi la porte à l'apprentissage et à la croissance personnelle? La notion de docte ignorance, développée par Nicolas de Cues au XVe siècle, approfondit cette réflexion. Selon lui, reconnaître notre ignorance est une forme de savoir supérieur, une sagesse éclairée qui comprend que certaines vérités échappent à la compréhension humaine. Cette perspective nous pousse à accepter que certaines questions demeurent sans réponse définitive, nous encourageant à cultiver l'humilité face à l'immensité du savoir. Cette philosophie du non-savoir a des résonances dans une autre tradition de pensée. Par exemple, Confucius enseignait que la véritable connaissance commence par la reconnaissance de cette ignorance. Cette idée est également présente dans la philosophie orientale, où l'humilité et la reconnaissance de nos limites sont considérées comme des vertus essentielles sur le chemin de l'éveil. En somme, la philosophie du non-savoir nous invite à adopter une posture d'humilité intellectuelle, reconnaissant que notre compréhension du monde est toujours incomplète et en évolution. Cette reconnaissance n'est pas signe de faiblesse ou de résignation, mais c'est une force qui nous pousse à nous questionner, à apprendre et à grandir. Elle nous encourage à embrasser l'incertitude et à voir la quête de connaissances comme un voyage sans fin, riche en découvertes et en transformations personnelles. Et vous, pensez-vous qu'il est nécessaire de reconnaître notre non-savoir ? La question de savoir si une démocratie peut devenir oppressive en raison de la tyrannie de la majorité a été soulevée par le philosophe et historien Alexis de Tocqueville au XIXe siècle. Dans son ouvrage majeur « De la démocratie en Amérique », Tocqueville explore les paradoxes inhérents à la démocratie. Tocqueville a observé que, dans une démocratie, la majorité détient le pouvoir législatif et exécutif, ce qui est, dans toute logique, essentiel au bon fonctionnement du système. Cependant, il met en garde contre le fait que cette majorité pourrait utiliser son pouvoir pour imposer ses préférences au détriment des droits et des libertés des minorités. Il s'inquiète que, sous prétexte d'égalité, la majorité puisse restreindre la liberté individuelle et imposer un conformisme intellectuel. Ce phénomène, que Tocqueville appelle « tyrannie de la majorité », se manifeste lorsque la majorité, forte de sa supériorité numérique, cherche à imposer ses opinions et ses intérêts, négligeant ou réprimant les perspectives divergentes des minorités. Il souligne que ce risque est particulièrement élevé dans les sociétés démocratiques, où le désir d'égalité est puissant, car les individus peuvent être enclins à sacrifier certaines libertés pour atteindre une égalité perçue. Tocqueville note que dans une démocratie, les institutions reflètent la volonté de la majorité, et que les individus peuvent se sentir contraints de se conformer à l'opinion dominante. Il craint que cette pression sociale n'étouffe la liberté de pensée et d'expression, menant à une uniformité de pensée, et à la suppression des idées novatrices ou dissidentes. Cette situation pourrait évoluer vers un despotisme doux où l'État, agissant comme un parent bienveillant, prendrait en charge tous les aspects de la vie des citoyens, les privant ainsi de leur autonomie et de leur liberté individuelle. Pour prévenir ce risque, Tocqueville propose la mise en place de contre-pouvoirs et d'institutions intermédiaires, telles que des associations civiques et des administrations locales décentralisées. Cette réflexion est cruciale pour assurer que la démocratie reste un système juste et équitable pour tous ses citoyens, sans exception. Et toi, penses-tu que tu vis dans une tyrannie de la majorité ? Le principe de précaution est une notion qui a émergé dans les débats contemporains pour encadrer nos actions face à l'incertitude scientifique et technique. Il stipule que, lorsqu'une activité représente des risques potentiels pour l'environnement ou la santé humaine, et que ces risques ne sont pas pleinement établis scientifiquement, des mesures préventives doivent être mises en place pour les éviter.
même si la certitude scientifique fait défaut. Cette approche se distingue de la simple prudence ou de la prévention traditionnelle. La prudence implique une évaluation des risques, basée sur les connaissances disponibles, tandis que la prévention s'applique lorsque les dangers sont déjà identifiés. Le principe de précaution, quant à lui, s'applique dans les situations d'incertitude, où les preuves scientifiques sont insuffisantes pour établir un lien direct entre une action et un dommage. Il invite à l'action préventive face à l'incertitude, en mettant l'accent sur la responsabilité envers les générations futures et la prévention de l'environnement. L'une des figures majeures ayant influencé ce principe est le philosophe allemand, Hans Jonas. Dans son ouvrage « Le principe responsabilité », publié en 1979, Jonas souligne que les avancées technologiques confèrent à l'humanité un pouvoir sans précédent sur la nature, mais également la capacité de causer des dommages irréversibles. Il introduit la notion de responsabilité. Comme une obligation morale de protéger l'avenir de l'humanité et de la planète. Selon lui, cette responsabilité impose de prendre en compte les conséquences potentielles de nos actions, même en l'absence de preuves scientifiques définitives. Le principe de précaution a été formalisé au niveau international lors du sommet de la Terre à Rio en 1992, où il a été convenu que face à des menaces graves et irréversibles à l'environnement ou à la santé, l'absence de certitude scientifique ne devrait pas servir d'excuse pour retarder l'adoption de mesures préventives. Ce principe a ensuite été intégré dans divers cadres juridiques et politiques, reflétant une reconnaissance de la nécessité d'agir face à l'incertitude. Le principe de précaution nous pousse à réfléchir sur la manière dont nous équilibrons les bénéfices du progrès technologique avec les risques potentiels qu'il pourrait engendrer. Ce principe invite à une éthique de la responsabilité, où la prudence et la prévoyance guident nos actions, afin d'assurer un avenir durable et sûr pour les générations à venir. Pensez-vous que le progrès technologique peut être néfaste pour l'humanité ?